Réunion du président de la République avec les cadres de la wilaya du Guidi Mara. Les populations du Guidi Mara réservent un accueil chaleureux au président de la République. Le ministère de la Santé décide d'un certain nombre de mesures pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la réunion tenue ce soir dans la ville de Sélibabi par le président de la République, Monsieur Mohamed El Cheikh El Ghazouani, avec les cadres, les élus, les notables et les représentants des populations de la wilaya du Guidi Mara. Le président de la République a salué les participants, exprimant sa gratitude aux habitants de la wilaya du Guidi Mara, en particulier ceux de Sélibabi, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui lui a été réservée, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne. Remerciant tout un chacun d'avoir pris la peine de se déplacer pour participer à cette rencontre, il a déclaré que bien que la visite soit technique, il tenait à écouter les préoccupations des habitants et identifier leurs problèmes afin de leur trouver des solutions. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Sélibabi dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours au Guidi Mara. Le président de la République a été accueilli à l'aéroport de Sélibabi par le wali du Guidi Mara, M. Tayyib Ould Mohamed Mahmoud, le président du conseil régional, M. Issa Koulibaly, le maire de Sélibabi, les députés de la wilaya, les élus et les autorités administratives régionales, ainsi que le président de l'UPR, Sidi Mohamed El Talb Amar, et le commandant de la 4e région militaire, le colonel Abdallahi Ould Mohamed Mahmoud Ould Sid Al-Amin. Après avoir passé en revue des détachements de la 4e région militaire venus rendre les honneurs, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani a salué les personnalités venues l'accueillir.
Les populations de la wilaya du Guidi Maka ont réservé un accueil chaleureux au président de la République lors de son arrivée cet après-midi à Sélibabi. Un accueil populaire, affectueux et bienveillant au président de la République de la part des populations qui ont scandé drapeaux, banderoles et portraits géants, mettant en exergue les importantes réalisations qu'il a accomplies en si peu de temps. Le président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, avait quitté Nouakchott en début d'après-midi pour la capitale du Guidi Mara, Sélibabi, dans le cadre d'une visite de travail de 2 jours. Le président de la République avait été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott-Oumoutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, le ministre général de la présidence de la République, le ministre conseiller à la présidence de la République, un certain nombre des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidence du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République est accompagné au cours de ce voyage par une importante délégation comprenant notamment Madame Khadija Mentbouka, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Mohamed Oulim Hamid, ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lamine, directeur du cabinet du président de la République, Sidi Ould Oman, chargé de mission à la présidence de la République, Harouna Traoré, chargé de mission à la présidence de la République, El Hassan Ould Zayn, chargé de mission à la présidence de la République, Sidi Mohamed Sidi Jarva, chargé de mission également à la présidence de la République, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Dans l'activité parlementaire de ce journal, le lancement des activités du groupe parlementaire d'amitié mauritano-britannique, dont le coup d'envoi a été donné par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Mokhtar Ould Taleb Nafa, en présence de l'ambassadeur du Royaume-Uni en Mauritanie, son Excellence M. Simon Biden. Et il va sans dire que le groupe parlementaire d'amitié mauritano-britannique constituera un cadre de renforcement de la coopération entre les deux pays. Bokar Belaba. L'objectif du groupe parlementaire d'amitié mauritano-britannique est de contribuer au renforcement des relations bilatérales
pour servir les intérêts communs des deux peuples. Supervisant l'événement, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed El-Mokhtar Ould Tall Ibn, a déclaré que la Mauritanie et le Royaume-Uni sont liés par des relations amicales solides qui ont permis une coopération fructueuse dans plusieurs domaines. Il a ajouté que notre pays s'attelle à approfondir et diversifier ses relations dans l'intérêt des deux pays. Autre intervention, c'est celle faite par le président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-britannique, Mohamed Lemine Ould Ahmed Berkel, qui a indiqué que la coopération mauritano-britannique couvre les domaines de la sécurité, de la défense et de l'investissement. Il a précisé que les deux pays aspirent à élargir cette coopération pour inclure d'autres domaines comme la santé et l'enseignement. Ainsi, le Royaume-Uni réitère son engagement à bâtir des relations solides avec les représentants du Parlement mauritanien. Je suis ravi que le gouvernement et le Parlement des deux pays s'engagent à promouvoir une meilleure compréhension et un plus grand engagement entre nos pays respectifs. Je sais que l'ambassadeur mauritanien à Londres est désiré de développer des relations avec les députés à Londres. Et je sais, de ma part, je serais ravi de faire de même ici à Nouakchott. Les liens parlementaires sont un élément important dans les échanges culturels, sociaux et politiques. En somme, la création de ce groupe parlementaire permettra d'élargir le cadre de coopération entre la Mauritanie et le Royaume-Uni. Autre activité parlementaire, la commission de la justice, de l'intérieur et de la défense de l'Assemblée nationale qui a consacré une réunion tenue aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Ould Zeizim, son président, à la discussion de deux projets de loi, alors que le premier projet modifie et abroge certaines dispositions de la loi numéro 99-035 du 24 juillet 1999, modifiant le code de procédure civile, commerciale et administrative. Le second projet, quant à lui, modifie et complète certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2007-036 du 17 avril 2007 portant code de procédure pénale. Au cours de la réunion, le comité a suivi un exposé du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud Ould Cheikh Abdallah Ould Bouaïa, dans lequel il a passé en revue les principaux axes des deux projets de loi, indiquant que la modernisation de la législation nationale, la promotion des droits de l'homme et la nécessité d'harmoniser leurs règles avec les normes internationales nécessitent une mise à jour des textes nationaux. Et nous restons sur les activités du Parlement pour parler de la réunion aujourd'hui de la Commission des finances de l'Assemblée nationale consacrée à la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2021. Au cours de cette réunion tenue sous la présidence de M. Omar Abdoulaye Sow, son président, la commission a suivi un exposé du ministre des Finances, M. Mohamed Lamine Dahbi, portant sur les principaux articles du projet. Ainsi, l'on retiendra que le projet de loi s'équilibre dans les domaines d'importation et des dépenses à 70 milliards d'ouguiya, représentant une baisse de 0,04% en comparaison avec le projet de loi 2020 et une augmentation de 16,4% par rapport au projet de loi de finances de la même année. La priorité est accordée dans ce budget à la justice sociale, suivie des secteurs productifs en rapport avec le programme Tahaoudati au renforcement des acquis de 2020 qui ont permis d'endiguer les effets négatifs de la Covid-19 et de relancer le développement de l'économie nationale. Le budget renforcera également l'intervention des programmes sociaux pour assurer une vie décente, l'appui au pouvoir d'achat des plus démunis, l'investissement dans les ressources humaines et l'autosuffisance alimentaire. On quitte les activités parlementaires pour évoquer les préparatifs des festivités marquant le 60e anniversaire de l'indépendance nationale qui sera célébré le 28 novembre prochain à Nouakchott. Des préparatifs qui ont conduit le ministre de la Défense nationale, Hanan Ould Sidi, et son homologue de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, à effectuer aujourd'hui à Nouakchott une visite de terrain pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux au niveau de
de la tribune officielle réservée aux festivités de cet important événement. Les ministres ont suivi des explications détaillées sur les préparatifs en cours et inspecté les lieux et les aires consacrés au défilé militaire. La visite s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, le général de division Mohamed Bamba Ouelmeguet. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Dahoul Sidi Oulamar Talib, a présenté au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, deux messages de condoléances, dont un adressé au gouvernement et au peuple malien suite au décès de l'ancien président malien Feu Amadou Toumani Touré, et le second au peuple syrien frère suite au décès du défunt le ministre et vice-président du Conseil des ministres de Syrie, Al-Walid Al-Muallim, implorant Allah le Tout-Puissant de leur accorder sa miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Une série de sessions de formation au profit de 6000 enseignants de la première année du fondamental et de professeurs de la première année et de la 5e année du secondaire est dispensée sur l'ensemble du territoire national par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme. Garmi Tegedi revient sur ce sujet. Dans le cadre du programme de la réforme de l'éducation, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme a organisé des sessions de formation au profit des enseignants sur l'ensemble du territoire national. Dans un mot prononcé pour l'occasion, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïn Ouliyi, a indiqué que cette session est la première étape concrète de la réforme de l'éducation. Il a souligné l'importance qu'accorde son département à ces sessions de formation, indiquant que le processus d'apprentissage et d'éducation repose sur l'enseignant. Le ministre a tenu à remercier le corps enseignant pour la mission noble et les efforts déployés au cours de l'année scolaire 2019-2020, qui a été une année difficile. Cette session de formation sera assurée par des formateurs compétents qui visent à améliorer les aptitudes professionnelles des enseignants. Elle concernera cette année les premières années du primaire et du secondaire et la 5e année du collège. Ces sessions de formation seront de 4 jours pour l'enseignement fondamental et 7 jours pour l'enseignement secondaire. Il est à noter que des manuels scolaires ont été conçus pour les 3 niveaux du système éducatif. Ce manuel scolaire sera adopté pour les classes concernées par la réforme en attendant de généraliser le programme sur tout le système éducatif. Le rebond des cas de contamination au coronavirus dans notre pays et la déferlante de la pandémie dans le reste du monde a amené le ministère de la Santé à prendre un certain nombre de mesures de précaution pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19. C'est à ce sujet que le ministre de la Santé, Mohamed Nadir Ould-Hamid, a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Notre pays est resté quand même largement en deçà de l'atteinte par cette épidémie par rapport à beaucoup de pays du monde. Et ceci grâce à Dieu et grâce à l'engagement de tout le monde, le gouvernement, les populations, les acteurs. Mais on voudrait préciser que ce point de presse, on va le remettre quotidiennement tous les jours à 18h parce que nous avons remarqué depuis quelques jours une recrudescence des cas. Hier, on a eu 2 décès, aujourd'hui 1 décès. Et donc, on a peur que nous soyons au devant d'une deuxième vague. Et il est important qu'on prenne conscience de cela. Et dans le cadre de la transparence et sur l'instruction de son Excellence, le Président de la République, nous allons tous les jours vous donner la situation pour vous permettre d'être au courant de la situation réelle du pays, mais surtout pour que tout le monde prenne conscience de son rôle dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Je voudrais dire ici que la situation mondiale est très inquiétante. De façon globale, vous le suivez dans les médias, elle est très inquiétante, mais aussi elle est très inquiétante dans certains pays de notre voisinage proche, où les cas sont comptés par milliers par jour et les décès par dizaines par jour. Et donc ça nous fait peur, en plus du fait que le nombre de cas, comme je l'ai dit, a augmenté. Le directeur général de la santé reviendra sur les chiffres tout de suite. Et dans ce cadre, je voulais insister sur le fait, comme je l'ai dit hier au décours de la réunion du comité interministériel
présidé par son Excellence le Premier ministre, qu'il est important de revenir aux mesures de prévention. Les mesures individuelles, il faut que chacun fasse le maximum, porter son max toute la journée. Travaillons pour un espacement entre les individus. Travaillons pour le lavage le plus fréquent possible des mains au savon. Ce sont des éléments importants. Et en particulier quand on va dans les lieux publics, que ce soit les mosquées, que ce soit les marchés, que ce soit les écoles, c'est important que ces mesures soient prises. Il faut que chacun participe. Chacun ait responsabilité d'abord pour se prémunir personnellement, mais aussi une responsabilité pour participer à la lutte contre cette maladie. Et pour les mosquées particulièrement où on a des personnes âgées. Les décès dont je parlais tout de suite, en fait, sont pour leur plupart des décès qui sont venus juste quelques heures, un jour au maximum ou deux avant de décéder. Donc on a un retard. Il est important que les gens, quand ils sentent de la fièvre ou de la toux, ou des maux de tête, ou un syndrome grippal, qu'ils aillent à la structure de santé la plus proche. Toutes les structures disposent de moyens de tests. Comme ça, on saura est-ce qu'il est positif au Covid et à ce moment-là, on s'en charge. Nous restons sur ce sujet de la pandémie de la Covid-19 pour indiquer que le directeur de la santé publique, Dr Sidioul Zahaf, a animé aujourd'hui un point de presse sur la situation épidémiologique dans notre pays. Alors, par rapport à la situation épidémiologique de la journée d'aujourd'hui, elle est caractérisée par l'enregistrement de 24 nouveaux cas de Covid en ce jour, tous des cas communautaires, et l'enregistrement d'un décès, rahmatullahi alayna alayh, après 2 décès qui ont été enregistrés, comme l'a dit son Excellence Monsieur le Ministre tout à l'heure, qui ont été enregistrés hier. Et ainsi, le nombre total de cas dans le pays atteint 8034 cas, dont 7571 sont des cas contacts et 281 comptabilisés jusqu'à aujourd'hui comme étant des cas communautaires. Quant au nombre de guérisons, il est de 7554 jusqu'à aujourd'hui et les décès sont au nombre de 168. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Hamdioul Moknas, a participé aujourd'hui à Nouakchott à une réunion par visioconférence des ministres du Commerce des pays africains relative aux étapes des négociations liées à la zone de libre-échange continentale africaine. Mohamed El-Khattat. La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Naha Hamdioul Moknas, a participé aujourd'hui à Nouakchott à une réunion par visioconférence des ministres du Commerce des pays africains. La réunion, qui était prévue à Accra, la capitale ghanéenne, avant l'avènement de la pandémie de la Covid-19, vise à informer les ministres des pays africains concernés sur les négociations déjà entamées en vue de favoriser l'intégration régionale du continent et stimuler la croissance. Sur ces négociations liées à la zone de libre-échange continentale africaine, le directeur adjoint du commerce extérieur et du tourisme, Mohamed Amin Oulveid, a fait la déclaration suivante. L'objectif, c'est que les ministres du commerce, c'est-à-dire trouvent, c'est-à-dire le niveau d'avancement des négociations en phase 2, concernant les négociations sur la zone de libre-échange continentale africaine, ce qu'on appelle communément la ZLECA. Cet accord qui normalement est censé entrer en vigueur le 1er janvier 2021, très exactement le vendredi 1er janvier 2021, ça sera la plus grande zone de libre-échange continentale africaine. Et les phases de négociation de cet accord-là se divisent en 3 phases essentielles. La première phase concerne tout ce qui concerne les marchandises, ou ce qu'on appelle les règles d'origine. La deuxième phase des négociations concerne le commerce et services, et également les investissements, la concurrence et également la propriété intellectuelle. Et puis la troisième phase, et la dernière, concerne le commerce électronique. Et ceci, c'est-à-dire entre en parallèle avec la campagne de sensibilisation que nous avions lancée depuis hier au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, qui concerne cette zone de libre-échange continentale-là, c'est que la Mauritanie va être une plaque tournante dans cet accord-là et elle va jouer un rôle extrêmement prépondérant et déterminant dans cet accord-là. Surtout quand on sait que le premier fournisseur pour le marché africain et pour l'ensemble des pays africains, c'est le Maroc.
Donc du coup, tout ce qui va passer par le Maroc vers les pays africains va indéniablement passer par la Mauritanie. Du coup, il va jouer le rôle d'une plaque extrêmement tournante et déterminante dans cet accord-là. Il est à noter que la zone de libre-échange continentale africaine entrera en vigueur en janvier 2021. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, a effectué aujourd'hui une série de visites qui l'ont conduite successivement au stade municipal de la ville de Sélibabi, à la Maison des Jeunes, avant de tenir une réunion avec les représentants des associations sportives et les bénéficiaires du projet Mashrou'i Mustaqbali. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Neha Mentharoun Chersidia, ont tenu hier après-midi une conférence de presse au cours de laquelle ils sont revenus sur les résultats du Conseil des ministres. Le point avec Abdrahman Hamad. Prenant la parole les premiers, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des technologies de l'information et de la communication, porte-parole du gouvernement, Sidi Ould Salem, a indiqué que le Conseil a discuté et approuvé un ensemble de projets de décrets importants, dont un projet de décret portant réorganisation du Centre de la petite enfance et sa transformation en une école nationale pour l'action sociale. Lui succédant, la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Neha Mentharoun Ould Chersidia, a déclaré que le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant réorganisation du centre de formation pour la petite enfance. Elle a ajouté qu'en vertu de cette réorganisation, le centre sera transformé en école nationale pour le travail social qui jouira du statut d'établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Cette école, a poursuivi la ministre, a pour mission d'assurer la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement des formateurs spécialisés en autisme et en langue de signes, d'assistants de l'action sociale et d'animateurs spécialisés, entre autres. Neha Mentharoun a précisé que le programme de formation de l'école comprend les filières dédiées à l'éducation spéciale, à l'action sociale, à la protection de l'enfance, à la promotion féminine et à l'entrepreneuriat. La ministre a enfin précisé que son admission se fera par voie de concours et que la durée de la formation sera de 2 ans pour toutes les filières. Au sujet de la mise en service de la 4G dans les télécommunications, le porte-parole du gouvernement a indiqué que l'exploitation de cette technologie sera effective dans 6 mois à Nouakchott et Nouadhibou, le sera pour les autres capitales régionales en une date ultérieure. Il a indiqué qu'après 3 appels d'offres infructueux, la 4G a été acquise par les 3 opérateurs de téléphonie déjà présents en Mauritanie et que les communications connaîtront un bond qualitatif dans les pays. Suite à l'étude de la situation, le comité interministériel chargé de la lutte contre le coronavirus a décidé d'engager dans l'immédiat de vastes actions de sensibilisation impliquant les départements gouvernementaux, les médias publics et privés, les élus locaux, la société civile et les réseaux sociaux pour mettre en garde contre le laxisme dans l'application des mesures préventives arrêtées par les autorités publiques et sanitaires. 2. Insister sur la généralisation du port du masque dans tous les espaces publics et lieux de rassemblement, dans les marchés, les mosquées, les écoles et les transports publics. 3. Le lavage des mains plusieurs fois par jour, la fourniture des moyens nécessaires dans les places publiques pour atténuer les risques de contamination. 4. Le respect de la distanciation sociale, le port du masque, l'insistance sur la prévention contre la pandémie dans le serment de la prière du vendredi. 5. Faciliter les tests et la prise en charge des cas contaminés. 6. L'acquisition de moyens qui ont prouvé leur efficacité dans la lutte contre la pandémie. 7. Maintenir ces mesures pendant 2 semaines
et continuer à suivre de près l'évolution de cette vague de la Covid-19 afin de prendre en cas de besoin d'autres mesures pour préserver la santé des citoyens. Malgré un rebond certain de la pandémie de la Covid-19, nombre de Mauritaniens continuent à négliger les gestes barrières. Si à Dakhlet Nouadhibou, les populations semblent conscientes du danger et respectent les mesures de précaution, tel n'est pas le cas à Attar et Kayadi. Aminata Khan. On ne le dira jamais assez, pour éviter la propagation de la pandémie de la Covid-19, il faut régulièrement se laver les mains à l'eau et au savon, porter des masques et garder une distanciation sociale d'1 mètre dans les espaces publics. À Nouadhibou, capitale économique, nombreux sont les citoyens qui ont compris la gravité de la propagation de la pandémie de la Covid. À l'image de ce citoyen qui a indiqué qu'avec l'apparition de nouveaux cas après une longue période d'accalmie, que les citoyens doivent redoubler de vigilance en portant des masques et en évitant les rassemblements de plus de 10 personnes. Même son de cloche pour cet hôte stéphanois qui a demandé aux autorités d'intensifier les actions de sensibilisation dans les espaces publics tels que les mosquées, marchés et places publiques. Cet autre a affirmé que les populations doivent être conscientes des dangers de cette pandémie mondiale qui a fait ravage un peu partout et de prendre leurs responsabilités en respectant les mesures et consignes édictées par les autorités sanitaires. Si les habitants de Nouadhibou sont conscients des dangers que représente la pandémie de la Covid, tel n'est pas le cas à Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar. Un tour au marché central de la ville et nous remarquons une absence totale du respect des mesures barrières. Les citoyens que nous avons rencontrés ont indiqué que leur ville n'a pas enregistré de cas de Covid. Une des raisons qui leur pousse peut-être à négliger les mesures barrières. Au marché, aucune mesure n'est respectée. Les citoyens ne portent ni masque, ni la distanciation sociale n'est respectée ici. Une situation qui doit pousser les autorités sanitaires et sécuritaires à agir rapidement en multipliant les actions de sensibilisation pour toucher le maximum de citoyens. La même ambiance règne au marché de Kayadi, qui est un carrefour où convergent dès les premières heures de la journée les commerçants et les acheteurs. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro ont indiqué que la pandémie existe, mais qu'ils continuent de vaquer à leurs occupations en faisant fi de toutes les précautions et mesures mises en place par les autorités sanitaires. Il est donc impératif qu'une vaste campagne de sensibilisation soit effectuée par nos autorités sanitaires pour édifier et éveiller les populations sur les dangers de la pandémie mondiale, surtout après l'apparition de nouveaux cas de la Covid-19 chez nous. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Réunion du président de la République avec les cadres de la wilaya du Guidi Mara. Les populations du Guidi Mara réservent un accueil chaleureux au président de la République. Le ministère de la Santé décide d'un certain nombre de mesures pour faire face à la deuxième vague de la Covid-19. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.